travailleuses, travailleurs. Donc Anne en a déjà parlé, mais je voudrais redire que oui, cette journée, avec ses grèves et ses manifestations contre la loi El Khomri, est une journée importante et nous l'espérons un point de départ pour une véritable mobilisation ouvrière. Parce que le fond du problème est bien là. La politique et la vie des travailleurs changeront si les travailleurs se lèvent à nouveau pour leurs intérêts. S'ils se battent encore contre toutes les attaques du gouvernement et si le rapport de force avec le patronat change. Le bras de fer entre les travailleurs d'un côté et le patronat et le gouvernement de l'autre est autrement plus décisif qu'aucune élection. Pouvez-vous d'ailleurs me citer une élection, un changement de majorité qui ait fait avancer la condition ouvrière? Non. Les 40 heures, les congés payés, les droits syndicaux et toutes les grandes avancées sociales ont été imposées à la bourgeoisie par un rapport de force. Parce que la mobilisation a été telle qu'elle lui avait fait craindre de tout perdre. Même la sécurité sociale, dont on nous dit qu'elle a été instaurée par le Conseil national de la résistance et par De Gaulle, est née de la crainte anticipative de la bourgeoisie qu'il y ait une explosion sociale au lendemain de cette Seconde Guerre mondiale. Le président de la République, les ministres prétendent avoir le pouvoir. En réalité, ils ne sont que des sous-fifres, des exécutants du patronat. Et le gouvernement Hollande-Valls en est un des pires qui soit. Mais le véritable pouvoir est détenu par les maîtres des entreprises, par le grand patronat, par la bourgeoisie. Et il n'y a pas d'élection pour remettre en cause les décisions de ces gens-là. Seule la force sociale des travailleurs mobilisés peut les faire reculer. Ce sont les luttes qui ont fait avancer la condition ouvrière dans le passé, ce seront elles qui nous feront progresser à l'avenir. Et ce ne sont pas les raisons de contester qui manquent. Anne en a parlé. Il y a cette démolition du code du travail, le blocage des salaires, l'augmentation du temps de travail, et bien sûr ce chômage et cette précarité dont nous sommes tous victimes, directement ou indirectement. Alors ce qui manque encore, ce ne sont pas les raisons de protester, c'est la confiance en nos forces et dans notre capacité à réagir collectivement. Eh bien, il faut faire en sorte que les travailleurs retrouvent la confiance en eux-mêmes, qu'ils retrouvent l'envie, l'énergie et les moyens de se défendre. Alors, et je crois que la réussite de la journée d'aujourd'hui peut nous y aider. Alors, dans les jours, dans les semaines à venir, eh bien, faisons le maximum pour que cette mobilisation se développe et pour qu'elle contraigne le gouvernement à retirer son projet de loi. Alors vous allez me dire, et les élections dans tout ça? Pourquoi se présenter aux élections si elles ne peuvent pas changer la vie des travailleurs? Et pourquoi cette législative partielle? Eh bien parce qu'il faut que les travailleurs participent à tous les combats, y compris aux combats politiques que sont les élections, aussi limitées soient-ils. Pour que les travailleurs soient en mesure de se battre réellement et pour qu'ils usent de la force que leur donnent les grèves et les manifestations, il faut qu'ils soient capables d'affirmer leur point de vue de classe, d'exprimer leurs intérêts, leurs mots d'ordre, leurs programmes. Il faut qu'ils puissent apparaître comme une force politique. Si les intérêts des travailleurs ne sont pas défendus dans les élections, si seuls les intérêts du patronat y sont discutés, ce sont les idées, le point de vue et les mensonges patronaux qui s'imposeront à toute la société. Eh bien, il faut que les travailleurs puissent exprimer leurs intérêts de classe. Et seule la candidature de lutte ouvrière le permet. Tous les autres candidats se présentent au nom des Français, au nom du peuple, au nom de l'intérêt général. Nous nous présentons pour mettre en avant les intérêts propres aux ouvriers et uniquement cela. Parce que l'intérêt général, ça n'existe pas. Si nous sommes bien dans le même bateau, il y a ceux qui sont en première classe et ceux qui rament. La société est organisée en deux classes. Une classe dominante, une classe exploitée. Deux classes aux intérêts opposés et dont la situation respective est déterminée par un rapport de force. Lorsque la classe ouvrière se fait craindre, elle peut arracher des avancées. Lorsqu'elle ne se bat plus, elle recule fatalement et avec elle tout le reste de la société. Tous les politiciens qui gomment cette réalité,
et prétendent défendre une politique pour tout le pays, pour la croissance, pour la compétitivité, y compris quand ils parlent de lutter contre le chômage, défendent en réalité les intérêts de tous ceux qui dominent l'économie, les intérêts des Bettencourt, des Bolloré, des Bernard Arnault. À l'inverse de tous ces gens-là, nous disons que pour garantir les intérêts des travailleurs, il faut faire payer la bourgeoisie. À l'inverse de tous ces gens-là, nous ne prétendons pas avoir une politique pour résoudre les problèmes de l'économie en général ou pour relancer la croissance économique. Parce que ce n'est pas possible dans le cadre de ce système où le seul moteur est le profit individuel et la concurrence aveugle. Pour résoudre les problèmes de l'économie actuelle, il faudrait bouleverser tout l'ordre économique existant. Il faudrait supprimer la loi du profit et la propriété privée des entreprises. En un mot, il faudrait mettre fin au capitalisme. Mais nous disons que dans le cadre de cette économie injuste et complètement folle, les travailleurs ont le droit et le devoir de se battre pour leur peau. La croissance pour laquelle nous nous battons, ce n'est pas la croissance en général, c'est la croissance des emplois, la croissance des salaires, la croissance des pensions de retraite. On n'a que faire de la reprise des profits. Les capitalistes savent toujours se débrouiller, même en pleine crise. Notre politique, elle répond aux problèmes des travailleurs et exclusivement à cela. C'est pourquoi dans ces élections, nous disons qu'il faut une politique ouvrière pour une circonscription ouvrière. Nous en appelons à un vote ouvrier, à un vote de classe, à un sursaut de conscience ouvrière. Les travailleurs, le monde ouvrier dans son ensemble, qui inclut évidemment les chômeurs, représentent l'écrasante majorité de la population. Ils ont la force du nombre et la force que leur donne leur place dans la société. Car même s'il y a 6 millions de femmes et d'hommes au chômage, il y a toujours besoin de travailleurs, d'ouvriers, de camionneurs, d'aides-soignantes, de femmes de ménage, d'employés. On a beaucoup entendu ces dernières semaines que les agriculteurs étaient indispensables au pays, qu'ils nourrissaient le pays. Et les ouvrières et les ouvriers des abattoirs, et les employés des supermarchés, les caissières, jusqu'aux comptables des supermarchés, tous ces travailleurs font partie de la grande chaîne qui nourrit le pays. Sans les ouvriers de l'automobile, les chauffeurs de car, les cheminots, on ne pourrait pas se déplacer. Sans les infirmières, les aides-soignantes, les enseignants ne pourraient se soigner, s'éduquer. Alors oui, les travailleurs que nous sommes, nous formons la grande chaîne des producteurs, sans qui rien ne peut tourner. Et nous représentons une force sociale. Une force sociale qui a prouvé à bien des reprises dans le passé qu'elle n'était pas vouée à subir, mais qu'elle pouvait aussi se battre. Les travailleurs ont prouvé qu'ils étaient capables de faire la révolution et de transformer la société par en bas, avec la Commune de Paris de 1871, mais aussi avec la Révolution russe de 1917, ils ont fait la preuve qu'ils pouvaient transformer la société, en créer une autre, radicalement différente, basée sur la propriété collective. Une société sans patron, sans la domination de l'argent et du profit. Une société et une économie d'abord organisées pour répondre aux besoins de toute la population. Eh bien, parce qu'ils sont toujours indispensables au fonctionnement de la société, parce qu'ils font tourner la machine à profit, parce que le gouvernement et le patronat ne leur feront pas de cadeaux, les travailleurs seront condamnés à se battre. Et demain, ils se battront à nouveau et ils seront capables à nouveau de faire progresser toute la société. La force numérique de la classe ouvrière, son rôle dans l'économie sont intacts. Mais elle ne se transformera en véritable force sociale que si chacun d'entre nous a conscience d'appartenir à cette classe et d'avoir une politique à défendre. Elle dépend de la conscience de classe. Et c'est peu dire que cette conscience politique a reculé. Aujourd'hui, les travailleurs sont pour beaucoup abattus, passifs, écœurés, et pour certains complètement déboussolés. Et cela, on le mesure à l'emprise croissante du Front National dans une région comme celle-ci, une région à tradition ouvrière et socialiste. Parce que
L'électorat populaire qui vote maintenant pour le parti des Le Pen est composé en partie d'anciens électeurs du Parti socialiste ou du Parti communiste. Ces électeurs du FN ne sont pas devenus subitement racistes et encore moins fascistes. Nous en connaissons tous et nous savons que la plupart votent pour le Front National, d'abord et avant tout pour rejeter la politique du Parti socialiste, pour se venger du PS, mais aussi du PC, parce qu'ils ont été trahis et abandonnés. Pendant des décennies, ces électeurs sont restés fidèles au Parti socialiste et au Parti communiste. Et pourtant, ils en ont avalé des couleuvres. Sous Mitterrand, qui déjà avait instauré la rigueur et qui avait fini par encenser la bourse. Sous Jospin, et ces fameuses ouvertures de capital, mais qui n'étaient rien d'autre que des privatisations, et que des ministres communistes ont orchestré. Alors ce sont les militants ouvriers, syndicalistes ou associatifs, qui ont été les plus désarçonnés par les reniements et les capitulations des gouvernements socialistes. Eux qui avaient convaincu leurs camarades de travail de voter pour la gauche, se sont retrouvés maintes et maintes fois à justifier des mesures qu'ils avaient toujours combattues. Jusqu'à ce qu'ils finissent eux-mêmes par se sentir trahis, par abandonner leur activité militante, et pire encore, par perdre confiance dans les idées qui les avaient toujours animés. En abandonnant toute perspective de renversement de la société capitaliste, et en menant la politique du patronat et des plus riches depuis plus d'un siècle, le Parti socialiste n'a pas fait qu'écœurer les militants, les sympathisants et l'électorat populaire. Il a combattu les idées de lutte de classe qui pouvaient exister dans la classe ouvrière. Alors qu'il prétendait représenter les intérêts des travailleurs, il a défendu les mensonges patronaux sur la compétitivité, sur les intérêts communs, sur l'intérêt national. Mais celui qui a la responsabilité la plus grande dans cette perte de repères, c'est le Parti communiste. Le Parti communiste s'est construit au lendemain de la Première Guerre mondiale pour relever le drapeau de la révolution piétinée par le Parti socialiste. Dans ces premières années, en regroupant les travailleurs les plus combatifs et les plus conscients qui avaient été enthousiasmés par la révolution russe, le PC a contribué à écrire les pages les plus glorieuses du mouvement ouvrier. Et puis, très vite tombé sous la coupe stalinienne, il a fini, lui aussi, par s'intégrer au système de la bourgeoisie. Alors que les tout premiers militants du Parti communiste se méfiaient des gouvernants et des institutions bourgeoises, alors qu'ils rêvaient de faire la révolution comme en Russie, la direction du Parti communiste les a remis dans l'ornière de l'électoralisme, en leur inculquant l'idée que la raison d'être de l'activité militante était de gagner des voix, de gagner des élections, de gagner des places justement dans ces institutions. Le Parti communiste s'est aussi mis à entonner que les frontières politiques passaient entre la gauche et la droite. En lieu et place de la lutte de classe, le Parti communiste a diffusé l'idée que l'essentiel était de lutter contre la droite. Il a diffusé l'idée que voter à gauche allait changer la vie des travailleurs. C'est ainsi que pendant des décennies, le PC a été complice de l'imposture du Parti socialiste. C'est ainsi que pendant des décennies, le PC parlait de la gauche comme si elle était synonyme du mouvement ouvrier, alors que la gauche était dirigée par des politiciens bourgeois, comme Mitterrand ou comme Hollande, par des serviteurs dévoués et fidèles à l'ordre capitaliste. Alors, oui, tout cela a faussé les repères politiques, et cela a contribué à la désorientation politique de la classe ouvrière que l'on constate aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas de ressasser le passé, mais il s'agit bien du présent. Il faut que les militants qui n'ont pas renoncé et qui veulent aujourd'hui reconstruire comprennent à quel moment le mouvement ouvrier a dévié. Le mouvement ouvrier a été affaibli parce que les partis ouvriers ont abandonné les idées de lutte de classe. Eh bien, il faut renouer avec ces idées de lutte de classe et il faut faire renaître une conscience de classe. Les principaux partis ouvriers ont abandonné toute référence à la lutte de classe. Mais cette lutte de classe ne s'est pas arrêtée pour autant. Et le sentiment de classe, le sentiment de faire partie des exploités existe bel et bien parmi les classes populaires. Mais entre un sentiment de classe
et une conscience de classe solide, forte, capable de résister aux pressions de la société bourgeoise et d'orienter les travailleurs dans les combats qu'ils ont à mener, il y a un gouffre. C'est ce gouffre que pourrait remplir un parti ouvrier présent largement dans les classes populaires, en incarnant dans toutes les situations politiques une politique propre aux travailleurs, et c'est reconstruire un tel parti que nous visons. C'est le rôle d'un parti ouvrier, d'une direction et des militants de permettre aux exploités de comprendre la situation. C'est le devoir d'un parti ouvrier de dire en quoi ceux qui prétendent gouverner sans remettre en cause le pouvoir du capital, le pouvoir de la bourgeoisie et des plus riches, se vouent à servir ce système. C'est son devoir de faire découvrir aux travailleurs qui sont leurs amis, leurs faux amis et leurs vrais ennemis. C'est pourquoi nous continuerons de nous revendiquer non pas de la gauche, mais du camp des travailleurs. Les frondeurs du Parti socialiste, le Parti communiste, Jean-Luc Mélenchon, les écolos, tous parlent de ressusciter la gauche, de recréer une vraie gauche. Nous ne participerons à aucune de ces tentatives, parce que se fixer un tel objectif est aussi vague que trompeur. Faut-il rappeler que Hollande, Valls et Macron se revendiquent toujours de gauche? Faut-il rappeler que de Mitterrand à Hollande, tous se sont présentés comme des candidats vraiment à gauche et qu'à chaque fois, il y a eu tromperie sur la marchandise? Faut-il rappeler l'échec cruel de la politique vraiment à gauche de Tsipras en Grèce? Et aujourd'hui, vu la droitisation du Parti socialiste, il suffira de brandir quelques principes d'égalité, de tolérance ou de parler de l'intérêt général pour se faire coller une étiquette de gauche. Autant dire que les prétendants à la reconstruction de la gauche risquent d'être nombreux. Pour les travailleurs, ce sera autant de pièges et d'illusions. Continuer de raisonner en termes de gauche et de droite ne rime plus à rien. Cette division ne recouvre plus qu'un jeu entre politiciens qui se concurrencent pour la mangeoire, mais qui sont fondamentalement respectueux du système capitaliste et de l'ordre bourgeois. Se présenter aux élections en promettant des avancées pour les exploiter, mais sans expliquer qu'il faudra les arracher contre le grand capital, qu'il faudra s'opposer à la bourgeoisie, à la loi du profit, à tout son système, c'est se préparer à trahir les intérêts des travailleurs. Les véritables frontières politiques ne sont pas entre la droite et la gauche. Elles sont déterminées par les intérêts de classe, par les intérêts des travailleurs, des exploités d'un côté, et de l'autre par les intérêts du grand patronat, de cette poignée de capitalistes qui décident seuls de toute l'économie et qui traitent les travailleurs comme des pions. Les partis qui ne sont pas déterminés à faire payer la bourgeoisie pour défendre les intérêts des travailleurs sont voués à les trahir, et c'est bien sûr aussi le cas du Front National. Le Front National cherche à plaire aux ouvriers. Comme les autres, il dénonce le chômage, il dénonce les bas salaires, les petites retraites. Mais tout cela pour nous expliquer que c'est de la faute aux immigrés, c'est-à-dire à d'autres travailleurs. Au lieu de dénoncer les licencieurs comme les responsables du chômage, le Front National jette en pâture les travailleurs immigrés, des travailleurs comme vous et moi. Et pour Le Pen, ce n'est pas la bourgeoisie parasitaire qui coûte cher à l'économie et qui nous emmène dans le mur. Ce ne sont pas les profits patronaux, l'exploitation, c'est encore les immigrés. Eh bien ça s'appelle faire le jeu du patronat. Cela s'appelle défendre le patronat, exonérer la bourgeoisie de ses responsabilités. Le FN est un parti bourgeois comme les autres, mais par bien des aspects pire que les autres, parce qu'il trimballe les préjugés, parce qu'il crée des divisions dans la classe ouvrière, et parce que l'avenir qu'il prépare est bien pire. Et ce n'est pas parce que de nombreux ouvriers votent pour lui que cela en fait un parti ouvrier. Un parti ouvrier, c'est un parti qui dénonce l'exploitation et qui dénonce la classe capitaliste. C'est un parti qui n'est pas marié avec le capitalisme, la propriété privée et la loi du profit. C'est un parti qui affirme que si la concurrence et la loi du profit ne permettent pas aux travailleurs d'avoir un emploi et un salaire digne, eh bien c'est tout le système qu'il faut changer. Il faut reconstruire donc un parti ouvrier parce que les principaux partis ouvriers, les vieux, donc le Parti socialiste et le Parti communiste, ont failli. Cela ne doit pas démoraliser.
Tant qu'on n'a pas renversé le capitalisme, rien ne sera jamais acquis pour les travailleurs, ni les avancées sociales, ni même l'existence d'un parti, les représentants. Ce sera un éternel recommencement. Mais le parti est nécessaire. Sans parti, on ne peut pas changer la société, mais on ne peut même pas se défendre efficacement. Il faut un parti qui parte des intérêts des travailleurs, qui raisonne du point de vue des besoins des travailleurs. Un parti qui aide les travailleurs à s'orienter sur tous les problèmes de la société, qui donne un point de vue de classe et une boussole aux travailleurs et des raisons d'être fiers. Fiers de faire marcher toute la société, fiers de dénoncer les injustices, fiers de contester l'ordre social et de porter les perspectives de changer la société de fond en comble. Sur la question des migrants, le gouvernement comme les dirigeants européens défendent une politique honteuse et criminelle. Eh bien, les travailleurs doivent être fiers de ne pas les suivre. Accepter le sort que ces dirigeants imposent aux migrants, les traiter en parias, alors que ces femmes et ces hommes sont chassés de chez eux par les bombes, alors qu'ils sont des survivants, c'est renier notre humanité, c'est renier nos intérêts de classe et c'est tomber dans le piège que nous tendent nos pires ennemis. En agitant le problème des immigrés, des migrants, les dirigeants, ceux qui, ici, sont responsables du chômage de masse et de la misère font diversion. Ils désignent des boucs émissaires pour qu'on ne leur demande pas des comptes à eux, eux qui monopolisent les richesses et les décisions. Ces dirigeants qui n'ont jamais connu la misère ne cessent de répéter qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais ce sont eux qui la fabriquent, la misère. Ils la fabriquent en Syrie par leurs manœuvres et leurs bombes. Ils la fabriquent ici par le chômage et la précarité. Ils la fabriquent pour s'enrichir, eux, toujours et encore. Alors reconnaître à tous les exploités de cette terre la liberté de circuler et de s'installer, avoir l'objectif de se battre à leur côté pour revendiquer leurs droits, pour contester le pouvoir de cette minorité qui accapare toutes les décisions et toutes les richesses, voilà une perspective dont les travailleurs peuvent être fiers. Oui, les travailleurs conscients peuvent être fiers, car ils ont des perspectives à opposer à l'impasse que représentent le capitalisme et la crise. Ce sont les perspectives communistes. Nous ne sommes pas condamnés à cette dictature d'une poignée de grands actionnaires. Ils sont à la tête d'un système aussi injuste qu'irrationnel. Il n'y a jamais eu autant de richesses, et pourtant, on ne nous parle que de crise, de déficit. On nous met dans le crâne qu'il faut accepter des sacrifices, accepter de vivre moins bien que nos parents. Et c'est sans parler de ce qui se passe dans les pays les plus pauvres. Alors, il faut mettre fin à l'obstacle que constitue la propriété privée des moyens de production, des usines, des banques, des transports et des grandes chaînes de distribution qui empêchent toute organisation rationnelle de l'économie. Mettre en commun ces moyens de production, c'est le sens profond du mot communisme. Ce mot, communisme, a été dénaturé et transformé en son contraire. Mais il est un des mots les plus riches de signification et les plus beaux. Il a surgi des rêves égalitaires de l'humanité depuis des temps immémoriaux. Mais les travailleurs l'ont sorti du domaine des utopies en se battant et en faisant plusieurs révolutions. En collectivisant les moyens de production et en décidant ensemble ce qu'il est nécessaire de produire et comment le produire pour répondre aux besoins de tous, transformerait la société en profondeur. Le chacun pour soi, la lutte individuelle pour la vie, pourrait enfin céder la place à la conscience collective que l'humanité est une et indivisible et qu'elle a les moyens d'assurer une vie digne à chacun de ses membres. La seule force sociale capable de transformer la société dans ce sens, ce sont les travailleurs, mais encore une fois, pour cela il est nécessaire qu'il y ait un parti ouvrier. Ce parti se construira au travers des luttes et des manifestations. Une révolte des manifestations pourrait faire mûrir les consciences à une grande échelle et plus rapidement qu'on ne l'imagine, comme cela a été le cas à chaque fois qu'une lutte a été un peu profonde. Mais sa construction dépend aussi de notre action aujourd'hui. Elle dépend de notre force de conviction, de notre capacité à nous faire comprendre des nôtres,
de notre capacité de les rendre fiers de ce que les travailleurs sont, de ce qu'ils ont su réaliser dans le passé. Cette élection législative partielle peut jouer un rôle, parce que convaincre de voter pour lutte ouvrière, c'est faire un pas vers la compréhension qu'il faut un parti ouvrier. Un des problèmes actuels, c'est que les travailleurs laissent la politique aux bourgeois, qu'ils ne s'en occupent pas. Ce qui manque, c'est que les travailleurs se battent et fassent valoir leurs intérêts. Eh bien, ces élections sont l'occasion d'expliquer concrètement que les travailleurs doivent se faire représenter par ceux qui défendent une politique ouvrière. Dans une usine, on apprend très vite à se méfier des bini-oui-oui de la direction. Et ce n'est pas sur eux que l'on compte pour défendre nos intérêts. Aucun travailleur conscient ne les laisserait parler en leur nom. Eh bien, en politique, quand on est un travailleur conscient, on n'a aucune raison de se comporter autrement. Nos porte-paroles, on ne doit pas les choisir parmi les bénis-oui-oui du système capitaliste. On ne doit pas les choisir parmi les politiciens bourgeois. On doit les choisir parmi les combattants de l'ordre de la bourgeoisie. Le vote pour lutte ouvrière aura ce sens-là. Le sens que revendiquait déjà Jules Guesde, le fondateur du premier parti ouvrier de France, lorsqu'il se lança dans la campagne législative de 1881. À l'époque, il était candidat à Roubaix. Je cite sa profession de foi électorale. « La lutte qui va s'engager à coups de bulletin est une lutte de classe. C'est la lutte de l'ouvrier contre le patron, la lutte de ceux qui produisent tout sans jouir de rien, contre ceux qui jouissent de tout sans rien produire. » C'était pas mal, hein? Et candidat encore en 1889, parce que comme nous, c'était des obstinés, des tenaces, il affirme « Je serai donc, si vos suffrages m'envoyaient au Palais Bourbon, l'homme d'une classe, la vôtre, celle des déshérités, celle des volés, qui n'ont rien à attendre, rien à espérer, en dehors de l'expropriation des expropriateurs de l'humanité. » Eh bien voilà, tout est dit. Tous les votes qui se porteront sur nos candidats auront cette signification. Alors se battre pour chaque vote, convaincre ses voisins, sa famille, ses collègues de boulot, ses amis de faire ce geste, de faire un vote de classe, peut nous faire avancer sur la voie de la construction du parti nécessaire. Alors votez et faites voter pour lutte ouvrière.